J'ai la nostalgie de ma jeunesse et vous, l'espoir d'une vie heureuse. J'ai des remords à propos de certains choix que j'ai pu faire. Et vous vous angoissez à l'idée de passer le bac bientôt. Nostalgie, angoisse, remords, espoir, tous ces sentiments n'existent parce que nous sommes des êtres temporels. Nous sommes dans le temps. Nous avons un passé, un présent, un avenir. Et nous en sommes conscients. Et cette conscience se prolonge dans la conscience de notre mort inéluctable, qui est liée à cette temporalité. Et cette mort inéluctable transforme notre existence en une tragédie absurde. Le temps, nous dit saint Augustin, est quelque chose qui nous est familier. Si on ne nous pose pas la question, nous sommes persuadés de savoir ce qu'est le temps. Dès l'instant où on nous demande qu'est-ce que le temps, à ce moment-là, nous ne savons plus répondre. Nous disons qu'il y a un passé, un présent et un avenir. Mais le passé n'existe pas, n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Et le présent, on pourrait dire, oui, le présent, il est là. Non, le présent, dès l'instant où il existe, il est devenu du passé. Et avant d'exister, il est toujours du futur et de l'avenir. Le présent, c'est comme le point géométrique, la rencontre de deux droites. Il n'existe pas en tant que tel. Donc, nous n'avons ni passé, ni présent, ni avenir. Nous n'arrivons pas, dit saint Augustin, à définir quelque chose qui nous est pourtant très familier, le temps. C'est ce que vous trouvez dans le texte en référence. Cette réalité évanescente, cette réalité qui nous échappe, cependant, nous n'arrêtons jamais de la mesurer. Dans la vie, déjà, nous disons « l'attente est trop longue, je n'ai pas le temps pour cela, ce délai est beaucoup trop court ». Plus encore, nous mesurons le temps de façon scientifique, grâce à des horloges ou grâce à des calendriers. Que mesure une horloge ? Une horloge, elle mesure du temps ? Non, elle mesure de l'espace. Parce qu'elle mesure le chemin parcouru par la grande ou la petite aiguille. Lorsqu'on veut essayer de mesurer le temps, on est obligé de le transformer en espace parce qu'on n'arrive pas à l'attraper, à le saisir. Dans le cours sur la perception, il est dit que l'on ne peut pas mesurer la couleur. Parce que la couleur, c'est du qualitatif et non du quantitatif. Pour le temps, c'est la même chose. Le temps n'est pas quelque chose de mesurable de façon mathématique. Le temps n'est pas du quantitatif, il est du qualitatif. Et pour arriver à l'appréhender, nous sommes obligés, nous pauvres humains rationnels, de le transformer en du quantitatif, en de l'arithmétique, en du mesurable. La preuve en est le décalage entre le temps arithmétique, le temps mathématique, le temps social, celui des montres et des calendriers, et le temps vécu. À quel point un cours de philosophie ennuyeux vous paraît beaucoup plus long qu'un film qui dure pourtant le même temps. Le temps ressenti, le temps vécu, ne semble pas fonctionner de manière aussi régulière que le temps que nous mesurons officiellement. Bergson différencie dans ce texte le temps de la durée. La durée, c'est du qualitatif, c'est le temps tel que nous le vivons. Et il illustre avec le temps, ou plutôt la durée, de fonte d'un sucre, d'un morceau de sucre qui va fondre dans un verre d'eau. Il dit, en fait, la durée de cette fonte, elle est liée à mon impatience à voir fondre ce sucre. La durée, contrairement au temps, donc, est qualitative. Pour comprendre, il faut peut-être que vous imaginiez une mélodie. Une mélodie, ce n'est pas des notes juxtaposées les unes à côté des autres. C'est une sorte de liaison entre toutes ces notes. Il y a une forme de persistance de la première note à la fin presque de la mélodie. Elle s'interpénètre. On ne peut pas le découper de façon complètement géométrique, arithmétique et mathématique. Imaginez que le temps soudain s'accélère, que les êtres, que les choses vieillissent plus vite, que les horloges tournent plus vite, que les astres tournent plus vite. Nous ne nous en apercevrions pas. On n'a aucun point de repère pour s'en apercevoir.
De la même façon, les sciences n'auraient besoin de modifier aucune de leurs lois. Pour continuer à vous inquiéter et pour continuer à vous faire vous interroger sur ce qu'est le temps et sur son existence même, il faut aller voir du côté de la théorie de la relativité. Pour la relativité, il n'y a pas de temps absolu. Le temps dépend du système de référence. Et je vais prendre deux exemples très simples et très classiques. Pour des explications plus complexes, tournez-vous vers votre professeur de physique. Imaginez une vache qui regarde passer un train. Dans ce train qui roule à 100 à l'heure, vous avez un homme qui court à 10 à l'heure. Pour la vache, cet homme court à 110 à l'heure. La vitesse de cet homme est de 110 à l'heure. Pour les gens qui sont assis dans le train, la vitesse de cet homme est de 10 à l'heure. Même exemple dans une autre dimension. Vous avez deux jumeaux, vous en gardez un sur Terre, vous envoyez l'autre dans une fusée qui va tourner à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Lorsque le jumeau parti dans la fusée reviendra sur Terre, il aura vieilli probablement de 2 ou 3 ans de moins, selon le temps qu'il aura passé, que son jumeau resté sur Terre. Il aura moins vite vieilli. Donc, le temps n'est pas, pour la relativité, une donnée absolue. Il dépend du système de référence. C'est ce que nous explique le texte donné ici en référence. Nous voilà, je l'espère, bien inquiets. Est-ce que le temps existe ? Est-ce que ce n'est pas une donnée purement subjective qui tiendra à notre esprit ? Ou est-ce que c'est une donnée réelle, objective, une réalité du monde ? Eh bien, nous allons avoir 3 réponses possibles. La première, c'est le temps est réel, il est une donnée du monde, il est le cadre dans lequel tout existe et tout se passe. C'est le temps que nous, spontanément, nous imaginons. Il n'est pas une donnée de notre esprit, il n'est pas non plus une donnée des objets. Il est en soi absolu, universel, il coule régulièrement et uniformément. C'est le temps de Descartes, le temps de Newton. Autre réponse, le temps est une donnée purement subjective. Il n'existe que dans notre esprit. Le temps n'est pas un cadre absolu dans lequel se trouverait notre esprit ou se trouveraient les choses. Il appartient à l'esprit, il appartient aux choses. Au XVIIIe siècle, il y a eu une polémique. La question était, pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers à tel moment plutôt qu'à tel autre ? Et Leibniz a répondu très clairement que cette question était une question idiote. Parce que, avant que Dieu crée l'univers, le temps n'existait pas. Parce que le temps n'est pas antérieur à tout, n'est pas un cadre dans lequel tout se trouve. Le temps n'est apparu qu'avec la création des hommes et la création des choses. La troisième explication, mais solution, parce que souvent quand c'est la solution, c'est souvent la synthèse d'un débat, c'est donc la solution de Kant. Vous la retrouverez longuement expliquée dans le cours Théorie et expérience. Pour Kant, le temps est une donnée a priori de notre sensibilité. Le temps, c'est notre façon d'appréhender le monde. Nous ne pouvons rien voir, rien penser, rien concevoir, rien nous représenter, rien scientifiquement étudié, qui ne soit pas dans le temps. C'est une forme de notre pensée et elle est a priori, c'est-à-dire qu'elle est avant toute expérience. Mais elle n'apparaît qu'à la faveur de l'expérience. Nous n'avons pas de pensée pure du temps. Le temps n'est qu'une forme de sentir. Vous retrouvez ceci expliqué dans le texte en référence. En voyant ces 2 sujets d'annales, si vous avez bien écouté ce que je viens de vous dire, vous vous apercevez qu'il ne suffit pas de répondre à ces questions d'une façon morale et que ces questions mettent en jeu la définition, l'existence, le concept même de temps.